considérée une région où la civilisation a prospéré avant la naissance de Rome. Une terre qui est devenue un important centre de commerce, d'apprentissage et de culture, influençant l'histoire et la politique du Moyen-Orient et de l'Eurasie jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de la Perse, une nation dont la résilience et l'influence ont résisté à l'épreuve du temps, réapparaissant comme une grande force face aux nombreuses invasions et conquêtes. Nous allons faire un tour dans l'histoire de l'Empire perse pour découvrir ce qui a fait sa spécificité et son succès. Ces premières communautés agricoles n'étaient pas coupées du monde extérieur. Elles entretenaient des liens étroits avec les cultures de leurs voisins, en particulier celle de la Mésopotamie, l'actuel Irak. La relation symbiotique avec la Mésopotamie résultait des avantages mutuels découlant du commerce et des échanges culturels. Vers 4395 avant Jésus-Christ, Uruk, l'une des premières villes sumériennes de Mésopotamie, s'est développée vers l'est et a établi Suse. Suse n'est pas seulement devenue un centre urbain important, mais aussi la capitale de l'Élam, la première nation officiellement reconnue dans la région qui deviendra plus tard la Perse. La culture élamite de Suse est fortement influencée par la Mésopotamie, comme en témoignent les rituels religieux et la conception architecturale. Suse a été un centre commercial et économique pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que les Mongols la détruisent. C'était un creuset culturel où les marchandises et les idées du monde entier se rencontraient et se mélangeaient. Les fondations des futures splendeurs de l'Empire perse ont été posées par la croissance et la prospérité de Suse et de l'Élam, grâce à leurs interactions permanentes avec la Mésopotamie et d'autres régions voisines. Nous ne savons pas grand-chose de l'Élam, en partie parce que son écriture n'est pas encore achevée. Mais ce que nous avons vu indique une civilisation sophistiquée et riche, avec des coutumes religieuses et culturelles distinctes. Les Élamites vénéraient les dieux de la nature et respectaient beaucoup les femmes, qui étaient représentées dans l'art et la culture sur un pied d'égalité avec les hommes. En plus d'être un précurseur de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'Élam a joué un rôle essentiel dans le commerce. Des artefacts provenant de civilisations aussi éloignées que la vallée de l'Indus et l'Iran oriental ont été mis au jour lors des fouilles de Suse, témoignant de l'existence d'un réseau commercial solide étendu. Ils échangeaient du bois, des métaux et des pierres précieuses, tous peu abondants dans les plaines de Mésopotamie, ce qui a contribué à maintenir le rôle vital de la région en tant que pont reliant l'Orient et l'Occident. Grâce à ces liens commerciaux et culturels, l'Élam est devenu un symbole de civilisation dans l'ancien Moyen-Orient. Ces coutumes sociales et religieuses ont eu un impact durable et sont devenues une composante essentielle du tissu culturel qui a finalement donné naissance à l'énorme et puissant empire perse. Pour les historiens, l'Élam, première nation officiellement reconnue dans ce qui allait devenir la Perse, est une énigme intrigante. Leur écriture n'est pas entièrement comprise, mais ce que nous comprenons décrit une culture diverse et riche, avec des coutumes religieuses et culturelles distinctes. Les Élamites adoraient les dieux de la nature, notamment les êtres incarnant les corps célestes et les forces naturelles. Leurs temples et leurs cérémonies, qui constituaient une partie essentielle de la vie quotidienne, reflétaient cette vénération. L'attention portée aux femmes par la société élamite est l'une de ses caractéristiques les plus inattendues. Les femmes élamites étaient représentées dans l'art et la société comme des égales des hommes, à une époque où de nombreuses cultures reléguaient les femmes à des positions subalternes. La présence de femmes à des postes de direction et de responsabilité dans les documents et les artefacts témoigne d'une société plus équitable que ce que l'on pourrait attendre de l'Antiquité. Les communautés perses ultérieures continueront à être influencées par cette considération pour les femmes. Des coutumes religieuses profondément ancrées et une structure sociale accueillante ont permis à l'Élam de prospérer et de forger une identité culturelle durable. L'un des aspects uniques de la civilisation élamite qui a perduré à travers les âges est son attitude inclusive et courtoise à l'égard des gens et du monde naturel. Cette attitude a enrichi l'héritage historique de la région et influencé les cultures perses à l'avenir. L'Élam se distingue par sa société et sa culture, ainsi que par le rôle important qu'il a joué dans le commerce préhistorique. Des artefacts provenant de civilisations aussi éloignées que la vallée de l'Indus et l'Iran oriental ont été mis au jour lors des fouilles de Suse, témoignant d'un réseau commercial vaste et dynamique. Outre les biens matériels, ces échanges ont également apporté des idées et des technologies qui ont permis à l'Élam de rester à la pointe du progrès. La situation de l'Élam, entre les plaines mésopotamiennes et les routes commerciales de l'Est et de l'Ouest, lui a permis de devenir un important centre d'échange de produits. Ils ont échangé des biens et des connaissances provenant d'autres cultures contre des produits rares en Mésopotamie, tels que le bois, les métaux et les pierres précieuses. L'Élam a bénéficié économiquement de ce réseau commercial,
qui a également favorisé les échanges technologiques et culturels. Grâce à ces liens commerciaux et culturels, l'Elam a créé une culture cosmopolite, réceptive à d'autres influences et idées. La longévité et la prospérité de la culture élamite ont été largement influencées par cette ouverture et cette adaptation. L'Elam est resté une plaque tournante essentielle pour les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident, facilitant la circulation continue des produits et des informations qui a caractérisé l'ère antique. L'une des civilisations les plus durables et les plus anciennes de l'histoire, l'Elam, comment est-elle née? Il faut remonter dans le temps, à une époque où le destin des peuples se jouait sur leur situation géographique et leur capacité d'adaptation. Dès sa fondation, l'Elam se présente comme une confédération de plusieurs peuples et tribus vivant dans les montagnes de l'actuel sud-ouest de l'Iran, plutôt que comme un État unique et cohérent. En raison de sa topographie montagneuse, l'Elam ne se prêtait pas à une agriculture intensive, contrairement aux riches plaines de Mésopotamie. En raison de leur situation géographique difficile, les Élamites ont créé une société centrée sur l'agriculture à petite échelle et le pastoralisme semi-nomade. Les tribus élamites suivaient le rythme des saisons et exploitaient les ressources naturelles de leur environnement en se déplaçant le long des montagnes avec leurs troupeaux. Grâce à leur adaptation, elles ont pu prospérer dans une région que beaucoup auraient cru inhabitable. Le pastoralisme et l'agriculture ont produit ensemble une économie résistante et variée, capable de survivre aux épreuves. Ces peuples et tribus se sont regroupés pour créer une alliance qui a fini par former un royaume. Cette unification leur a permis de se protéger plus facilement contre les invasions extérieures et a facilité le partage des ressources et de l'expertise entre les différents groupes. Le peuple élamite a développé un sens aigu de la coopération et de l'adaptabilité qui est devenu essentiel à son identité, posant les jalons d'une civilisation qui allait avoir un impact durable sur l'histoire. Les voisins de l'Elam en Mésopotamie ont toujours été une source de collaboration et de guerre. Les hauts plateaux de l'Elam contrastaient avec les riches plaines de la Mésopotamie, où se trouvaient de puissantes cités-États comme Uruk et Ur. Cette proximité et cette rivalité pour les ressources ont donné lieu à de nombreuses batailles et conquêtes. L'invasion sumérienne en 2700 avant Jésus-Christ a marqué le début de décennies de guerres sporadiques dans l'histoire militaire de l'Elam. Des puissances plus fortes ont eu raison d'Elam à plusieurs reprises, mais il a toujours fait preuve d'une formidable capacité de récupération. Cette force d'âme est devenue l'un des traits caractéristiques des Élamites. Par exemple, le roi Chutruk-Nakhinte a mené avec succès une campagne contre Babylone aux alentours de 1100 avant Jésus-Christ, capturant des villes et volant des trophées de guerre d'une valeur inestimable. Après une période de domination étrangère, les prouesses militaires de l'Elam ont été prouvées par ces triomphes, qui ont également contribué à reconstruire la fierté et l'identité nationale. La résilience et la flexibilité de l'Elam sont démontrées par son ascension répétée des cendres de l'invasion. Leur ténacité leur a non seulement permis de survivre dans un environnement difficile, mais les a également préparés à affronter les obstacles à l'avenir. Le passé de l'Elam nous enseigne que la résilience et la force d'âme peuvent triompher même dans les circonstances les plus difficiles. L'Elam se distinguait non seulement par sa puissance militaire et sa ténacité, mais aussi par sa culture vibrante et unique. Contrairement à ses homologues de Mésopotamie et d'Égypte, l'art élamite était principalement consacré à la représentation d'animaux, en particulier de chiens et de taureaux. L'énergie et la vivacité des créatures qui faisaient partie intégrante de la vie quotidienne des Élamites ont été capturées dans ces représentations, qui étaient souvent précises et détaillées. Cet amour des animaux est le reflet d'un lien fort avec le monde naturel et d'une compréhension de l'importance des animaux pour la civilisation. La religion élamite était également distincte. Elle se caractérisait par une déesse mère et un polythéisme qui accordait une grande importance à la nature. Les Élamites croyaient que les forêts et les montagnes sacrées étaient les demeures de leurs dieux, et c'est là qu'ils les vénéraient. La religion qui émergera dans la région des siècles plus tard, le zoroastrisme, sera influencée par cette importance accordée à la nature et aux hauts lieux de culte. Les rituels religieux élamites, fondés sur la vénération des forces naturelles, mettaient l'accent sur la nécessité de respecter et de vénérer ces forces, ainsi que sur l'interdépendance entre l'homme et son environnement. Les traditions créatives et religieuses de l'Elam démontrent sa capacité à absorber des idées extérieures tout en conservant son caractère unique, en plus de refléter sa vision du monde. Le culte d'une déesse mère et la représentation d'animaux dans l'art témoignent d'une vision du monde axée sur la fertilité, la protection et l'abondance. Ces valeurs étaient cruciales pour une civilisation qui reposait sur l'agriculture et le pastoralisme à petite échelle. Même face à la pression de voisins plus puissants,
la capacité de l'Élam à maintenir son indépendance a été favorisée par la richesse et l'originalité de sa culture. La capacité de l'Élam à tolérer et à assimiler de nombreuses cultures est l'une de ses caractéristiques les plus remarquables. L'Élam a une longue histoire d'assimilation des dieux et des coutumes de ses voisins dans son propre panthéon. Cette qualité de tolérance a enrichi la culture élamite, la rendant plus variée et plus souple, tout en facilitant les liens diplomatiques et économiques avec d'autres civilisations. L'endurance de la civilisation élamite peut être attribuée en partie à sa capacité à absorber d'autres influences et à les transformer en quelque chose d'unique. La capacité de l'Élam à intégrer les caractéristiques des cultures d'autres civilisations est évidente dans de nombreux aspects de son administration et de son mode de vie. Les Élamites ont assimilé des technologies et des techniques administratives qui ont amélioré leur efficacité en tant que royaume, en plus d'adopter des divinités étrangères. Au lieu d'être une preuve de faiblesse, cet échange culturel était une tactique délibérée pour faire progresser et améliorer leur propre culture. L'Élam s'est distingué par son absorption culturelle, qui a fini par influencer les dynasties perses, réputées pour leur tolérance et leur diversité culturelle. Outre les avantages internes de l'Élam, sa tolérance et son intégration culturelle lui ont permis de jouer un rôle important dans les réseaux diplomatiques et commerciaux de la région. Le statut de l'Élam en tant qu'intermédiaire crucial dans le commerce interrégional a été garanti par sa capacité de coopération et de négociation avec un large éventail de civilisations et de peuples. La stabilité et la prospérité à long terme de l'Élam dépendaient en grande partie de cette ouverture et de cette capacité d'adaptation culturelle. La puissance de l'Élam décline au cours des millénaires suivants, notamment après l'arrivée des peuples iraniens en 2000 avenues. La dynamique politique et culturelle de la région a subi d'énormes bouleversements à la suite de ces nouveaux regroupements. Cependant, la culture élamite a continué à avoir un impact significatif sur la vie quotidienne et la gouvernance des nouveaux royaumes. Une illustration flagrante de la persistance de l'héritage de l'Élam à travers les âges est l'utilisation continue de l'élamite comme langue administrative. Les Élamites ont continué à maintenir leurs traditions administratives et culturelles malgré les défis lancés par les nouvelles puissances. Les coutumes élamites ont été incorporées dans les systèmes politiques des royaumes qui ont suivi, démontrant la considération et l'adoration que ces nouvelles sociétés avaient pour l'Élam. Cette considération s'est manifestée par l'adoption de leur langue, ainsi que par l'accent mis sur la tolérance culturelle et le maintien de leurs structures organisationnelles. L'influence de l'Élam se manifeste dans la manière dont ses croyances et son mode de vie ont façonné la région, même après que son influence politique se soit estompée. La culture de l'Élam est forte et profonde, comme en témoigne sa capacité à influencer ses successeurs. Les Élamites ont irrévocablement modifié le cours de l'histoire du Moyen-Orient ancien en faisant preuve d'adaptabilité et de ténacité, prouvant ainsi qu'une civilisation peut survivre non seulement grâce à la force de ses forces armées, mais aussi grâce à son héritage administratif et culturel. L'Élam a servi d'exemple aux autres empires par sa nature tolérante, son riche héritage culturel et sa capacité à assimiler les influences extérieures. Grâce à leur capacité à s'adapter et à prospérer dans un environnement changeant, les Élamites ont pu réussir et laisser un héritage qui a eu un impact durable sur les civilisations de la région pendant des siècles. Les croyances et les coutumes de l'Élam ont été transmises aux nouveaux royaumes iraniens, garantissant la poursuite de l'influence de cette ancienne civilisation. Quels changements ont résulté de l'unification des peuples iraniens et comment cela a-t-il commencé? Au cours de plusieurs siècles, les peuples iraniens se sont progressivement installés dans ce qui est aujourd'hui l'Iran. Les Mèdes, les Perses et les Parthes font partie de ces peuples, dont la similitude de langue et de culture a permis l'unité. L'arrivée de ces peuples dans la région a entraîné l'apparition de nouvelles forces politiques, sociales et économiques qui ont radicalement modifié l'environnement local. Dans la région, les Mèdes ont été les premiers à devenir une force puissante. Ils ont commencé à établir des partenariats avec d'autres tribus iraniennes et à consolider leur pouvoir sous la direction des chefs de tribus. La cruauté implacable et les méthodes répressives de l'Empire assyrien ont poussé les peuples iraniens à se regrouper en quête de sécurité et d'unité, ce qui a largement contribué à cette cohésion précoce. L'ascension des Mèdes marque le début d'un processus d'unification qui aboutira à l'édification d'un empire. On attribue à Déios, le premier monarque iranien, la première tentative réelle d'unification sous un gouvernement centralisé. Il a vécu entre 727 et 675 avenues. Bien qu'il existe une mythologie importante autour de Déios, l'historien grec Hérodote le décrit comme un leader visionnaire qui a créé une société structurée et ordonnée.
La création éventuelle d'un État unique et la consolidation de l'autorité mède dépendaient fortement de ce processus de centralisation. Déios, considéré comme le premier souverain perse, a joué un rôle déterminant dans la centralisation des Mèdes. Hérodote affirme que la réputation d'équité et d'intelligence de Déiocès l'a fait choisir par son peuple. Il fit d'Ecbatana sa capitale, érigeant un palais fortifié et mettant en place une structure administrative productive. Grâce à cette nouvelle organisation, les Mèdes purent exercer une autorité plus efficace sur leurs sujets et gérer plus habilement leurs terres. Outre l'instauration d'une paix intérieure, l'établissement d'une société ordonnée sous le règne des Déios a renforcé la position des Mèdes face à leurs voisins. La concentration de l'autorité sous un seul dirigeant a permis une réaction plus concertée aux menaces étrangères, en particulier celles posées par le redoutable empire assyrien. La gestion efficace et les réformes de Déiocès ont créé un modèle de gouvernance qui a influencé les successeurs Mèdes et l'établissement éventuel de l'Empire perse. Même s'il n'existe pas suffisamment de données archéologiques solides pour étayer toutes les affirmations d'Hérodote, l'histoire de Déios souligne à quel point la structure gouvernementale et la centralisation ont été cruciales pour l'union des peuples iraniens. Même s'il est quelque peu légendaire, son héritage illustre les difficultés et les réussites des premières tentatives d'établissement d'un État unifié dans la région. Déios représente le premier grand pas vers l'établissement d'un empire unifié qui allait modifier le cours de l'histoire de l'Iran. Les Mèdes et les Babyloniens ont formé un partenariat stratégique, marquant un tournant dans l'effort d'unification des peuples iraniens. Divers peuples se sont unis pour s'opposer à l'empire assyrien en raison de sa brutalité, et leur alliance était une réponse directe à cette tyrannie. La coopération entre les Mèdes et les Babyloniens a jeté les bases des coalitions et des alliances à venir dans la région en démontrant la capacité de ces peuples à coopérer contre un ennemi commun. La capitale de l'Empire assyrien, Ninive, a été attaquée de manière décisive en 612 avant Jésus-Christ, par les Mèdes, les Babyloniens et d'autres alliés. En plus de marquer la fin du contrôle assyrien, l'effondrement de Ninive cimente l'alliance des Mèdes et des Babyloniens en tant que puissance dominante dans la région. Il s'agit d'un moment charnière qui donne aux Mèdes plus de pouvoir et d'autorité sur une grande partie de la région qui avait été gouvernée par les Assyriens. La destruction de Ninive a eu d'importantes répercussions sur l'unité des peuples iraniens. D'une part, elle élimine l'un des plus grands dangers extérieurs, ce qui permet aux Mèdes de se concentrer sur la croissance territoriale et la cohésion interne. D'autre part, elle a renforcé les liens entre les différents peuples iraniens, qui ont vu dans les alliances et la collaboration un moyen pratique de garantir leur propre survie et leur réussite économique. L'Empire perse s'est imposé comme une nouvelle force dans la région grâce à cette alliance et à son succès. Les Mèdes, les Perses et les Parthes, qui partageaient une langue et une culture commune, constituaient la majorité de la population de la région en 700 avenues. Bien que le premier empire iranien ait peut-être été fondé par les Mèdes, les Perses, en particulier sous la direction de Cyrus le Grand, se sont imposés comme la force dominante. Comment le fondateur de l'un des plus grands et des plus durables empires de l'histoire s'est-il retrouvé vassal des Mèdes? Cyrus le Grand, un homme d'État dont l'ambition et la vision ont changé le monde antique, est véritablement à l'origine de l'histoire de l'Empire perse. Cyrus, qui avait été un sujet Mède jusqu'à sa révolte en 553 avant Jésus-Christ, a déclenché une série de victoires qui allaient changer le cours de l'histoire. Le soulèvement de Cyrus contre les Mèdes a marqué le début de l'Empire achéménide. En organisant ses partisans et en organisant une série de batailles militaires victorieuses, Cyrus a défié le roi Mède Astiage et a mis fin à la domination Mède. Ce triomphe met fin à l'hégémonie Mède et permet à Cyrus d'unir les nombreuses tribus d'Iran sous sa direction en tant que nouveau chef d'une coalition de peuples iraniens. L'Empire achéménide est fondé, ce qui constitue une réalisation extraordinaire. Cyrus établit le cadre d'un empire ordonné et contrôlé, tout en consolidant sa domination sur la région. Cyrus a entamé une ère de développement et de consolidation qui allait caractériser son règne, avec Ecbatana comme capitale. Son succès est dû à sa capacité à unir et à diriger des peuples disparates. Dès les premiers jours de son ascension, sa vision d'un empire efficace et contrôlé a commencé à prendre forme. Le désir de Cyrus de conquérir davantage de territoires s'est poursuivi même après sa victoire sur les Mèdes. L'un de ses triomphes les plus célèbres a eu lieu en 539 avant Jésus-Christ, lorsqu'il a renversé Babylone, l'une des villes les plus prospères et les plus puissantes de l'Antiquité. En plus d'agrandir considérablement le territoire perse, la conquête de Babylone a cimenté la domination de Cyrus sur la région. La conquête de Cyrus lui a conféré un statut et une autorité considérables sur les énormes richesses et ressources de Babylone.
La politique humanitaire et courtoise de Cyrus à Babylone est remarquable. Au lieu de raser la ville ou de réduire ses habitants en esclavage, il a laissé Babylone prospérer pendant son mandat. Ce geste de respect et de clémence illustre son style de leadership et lui permet de gagner le soutien des Babyloniens. Il a également permis aux Israélites exilés de retourner à Jérusalem, ce qui lui a valu le titre de libérateur et la distinction d'être le seul non-juif de la Bible à être salué comme un messie. Cyrus n'a cessé d'étendre son royaume, car il n'était pas satisfait de ses réalisations. Ses forces ont franchi les frontières de l'Inde en 533 avant Jésus-Christ, plaçant d'immenses régions et un peuple diversifié sous la domination perse. L'expansion vers l'est de l'Empire achéménide a non seulement permis d'établir des liens commerciaux et culturels qui allaient perdurer pendant des générations, mais aussi de renforcer sa richesse et sa puissance. Les générations futures continueront d'être influencées par l'héritage d'expansion et d'unification de Cyrus, qui a réalisé pleinement son objectif d'un empire immense et diversifié. Les prouesses militaires de Cyrus n'étaient qu'un des facteurs de son succès. Un autre facteur était sa capacité à établir un gouvernement stable et efficace. Cyrus le Grand s'est rendu compte que le maintien d'un royaume aussi vaste et hétérogène nécessitait plus qu'une simple force brute, il fallait aussi un cadre administratif solide. Pour ce faire, il a mis en place une structure administrative originale qui constituera plus tard l'un des fondements de l'Empire achéménide. Cyrus a créé des satrapies, ou régions, au sein de son empire, avec des satrapes en charge de chacune d'entre elles. Dans leur province, ces satrapes étaient chargés de la gouvernance locale, de la collecte des impôts et du maintien de la sécurité. Cyrus a toutefois mis en place un système de surveillance appelé « les yeux du roi » afin de s'assurer que ses gouverneurs ne deviennent pas trop puissants ou corrompus. Ces espions fournissaient à l'empereur des rapports directs sur les actions des satrapes, garantissant ainsi un gouvernement juste et efficace. Grâce à cette structure politique, Cyrus a pu contrôler fermement son immense royaume sans avoir à recourir à la force militaire. Sous le regard du roi, les satrapes veillaient à ce que la gouvernance régionale soit conforme aux directives impériales. Cet arrangement permettait aux provinces de jouir d'une certaine autonomie sous la direction centralisée de Cyrus, ce qui non seulement facilitait la gestion de l'empire, mais encourageait également la loyauté et la stabilité. Le respect et la tolérance à l'égard des traditions et des croyances des peuples vaincus étaient l'un des traits de caractère les plus remarquables de Cyrus. Contrairement à d'autres conquérants qui imposaient leurs traditions et leurs valeurs, Cyrus a adopté une attitude polie et inclusive. En mettant en œuvre cette stratégie, il a pu mieux gérer son empire et gagner le respect et l'allégeance des peuples qu'il gouvernait. Cyrus a mis fin à l'exil des Israélites en leur permettant de retourner à Jérusalem après la victoire sur Babylone. En plus de consolider son statut de dirigeant bon et miséricordieux, cet acte de miséricorde et de révérence religieuse lui a valu une mention honorable dans la Bible, où il est présenté comme le seul non-juif à être considéré comme un messie. Cet acte libérateur a servi de métaphore à sa stratégie globale à l'égard des peuples assujettis, encourageant l'harmonie et la collaboration plutôt que l'oppression et les conflits. Les politiques de tolérance et de respect de Cyrus s'appliquaient également au gouvernement et aux coutumes de l'Empire. Il a promu un empire multiculturel où la variété était considérée comme une force plutôt que comme un inconvénient, en permettant aux cultures régionales de se développer et d'être préservées. Cette stratégie inclusive a non seulement facilité la domination d'une région vaste et diversifiée, mais elle a également créé un modèle de leadership qui serait admiré et imité par les générations suivantes. En plus d'être un leader visionnaire en termes de gouvernance et de stratégie, Cyrus le Grand a également laissé un formidable héritage militaire. L'une de ses plus grandes réalisations est la formation de l'unité militaire des 10 000 immortels. Cette force d'élite a été le pilier du pouvoir et de la stabilité de l'Empire achéménide et le noyau de l'armée perse. Les immortels étaient imbattables sur les anciens champs de bataille en raison de leur réputation de discipline, de loyauté et d'efficacité au combat. Cyrus a réussi à intégrer des aspects de plusieurs traditions et cultures militaires dans la formation et l'instruction des 10 000 immortels. Ces soldats, recrutés aux quatre coins de l'Empire, étaient bien entraînés et dotés des meilleures armures et armes disponibles. En plus de décourager les adversaires de l'Empire, la renommée des immortels encourageait la fierté et l'allégeance du peuple perse. La présence de cette unité d'élite garantissait la capacité de l'Empire à maintenir la paix intérieure et à organiser une défense efficace contre les menaces extérieures. Outre ses exploits militaires, Cyrus a également laissé une empreinte durable sur la culture et l'architecture perse. La grandeur de Cyrus et la vénération que lui vouaient ses successeurs sont attestées par son tombeau, situé à Pasargade. Ce bâtiment modeste mais magnifique a traversé les âges, témoignant de la puissance et de l'impact durable de l'héritage de Cyrus.
En outre, les idées de Cyrus et son objectif d'un royaume vaste et cohérent ont servi de cadre à Persépolis, même si ses successeurs l'ont achevé. Persépolis s'est développée en tant que centre culturel et gouvernemental, ainsi que comme capitale cérémonielle de l'Empire achéménide. Avec ses magnifiques palais, auditoriums et monuments, la ville mettait en valeur la richesse et la diversité de l'Empire. Les inscriptions et les reliefs qui ornent les murs de Persépolis relatent les conquêtes de Cyrus et de ses successeurs, ainsi que la tolérance et l'équité qui caractérisent leur gouvernance. En plus de commémorer les triomphes de l'Empire, la magnificence de Persépolis rappelait constamment l'héritage visionnaire de Cyrus. L'influence de Cyrus le Grand s'est étendue bien au-delà de son époque et de son lieu de résidence. Son style de gouvernement efficace et humain a été une source d'inspiration pour les dirigeants du monde entier. Par exemple, la Cyropédie de Xénophon, une biographie de Cyrus, a été étudiée par Thomas Jefferson des siècles plus tard et a servi d'inspiration pour la déclaration d'indépendance des États-Unis. Au fil des siècles, l'impact de Cyrus sur le droit et l'administration a perduré, prouvant que son héritage n'a pas seulement transformé son propre empire, mais qu'il a également eu un impact durable sur l'histoire mondiale. Comment Darius Ier a-t-il établi sa domination et fait de l'Empire achéménide le plus puissant de l'histoire? Après la disparition de Cyrus le Grand et le règne court et turbulent de son fils Cambyse II, l'Empire achéménide est en pleine mutation. Malgré ses victoires notables, dont la conquête de l'Égypte en 525 avenue Jésus-Christ, la mort prématurée de Cambyse a créé un vide de leadership qui a entraîné des troubles et des soulèvements dans tout l'Empire. C'est là que Darius Ier s'est révélé être un dirigeant résolu. Véritable héritier de Cambyse, Darius revendique le trône en 522 avenue Jésus-Christ, se disant fils du satrape Persistaspe. Son accession au pouvoir ne se fait pas sans difficulté. Il doit mettre fin à de multiples soulèvements internes et asseoir sa domination en s'attaquant aux usurpateurs et aux groupes dissidents. Darius s'impose comme le maître de l'immense empire et parvient à le stabiliser en combinant diplomatie astucieuse et prouesse militaire. L'assassinat de Gomata, un mage qui prétendait être le frère de Cambyse, Smerdi, fut l'un des événements clés de la consolidation du pouvoir de Darius. Darius renverse Gomata et établit son règne avec l'aide d'une noblesse obéissante. En plus d'asseoir son autorité, cette action audacieuse et déterminée lui vaut l'allégeance d'autres chefs et sujets dans tout l'Empire. Après s'être assuré le trône, Darius entreprit une série de réformes qui allaient radicalement changer le gouvernement et l'économie de l'Empire achéménide. Darius Ier s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un cadre administratif efficace pour superviser un empire aussi vaste et hétérogène. La création de satrapies, c'est-à-dire de territoires gouvernés par des satrapes, fut l'une de ses premières et plus importantes réformes. L'administration de la justice, la collecte des impôts et la défense du territoire étaient du ressort de chaque satrape. Grâce à cette technique, l'administration peut être adaptée plus efficacement et localement aux caractéristiques uniques de chaque région. Darius poursuivit dans cette voie. Il institua un système de surveillance connu sous le nom de yeux du roi, qui envoyait des inspecteurs dans tout l'Empire pour surveiller le comportement des satrapes et l'état des provinces. Il s'agissait de s'assurer que les satrapes gouvernaient conformément à sa politique et d'éviter les abus de pouvoir. Ce système de régulation permettait d'éviter la corruption et le mécontentement des sujets en garantissant l'efficacité et la justice de l'administration. La route royale perse a été construite sous le règne de Darius, ce qui constitue une autre réalisation remarquable dans la gestion de l'Empire. De Sardes à l'ouest à Suse à l'est, un vaste réseau de routes relie les principales villes de l'Empire. La route royale ne facilitait pas seulement le commerce et la communication, elle rendait aussi la mobilisation militaire plus rapide et l'administration plus efficace. Ce réseau routier permettait aux courriers royaux d'acheminer les nouvelles et les ordres à une vitesse jamais vue auparavant, préservant ainsi l'unité et l'efficacité de l'Empire. Sous le règne de Darius Ier, l'Empire achéménide connaît un essor économique sans précédent qui s'accompagne d'une consolidation politique. Darius s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une économie forte et stable pour soutenir et développer un empire aussi vaste. La normalisation de la monnaie et des mesures dans tout l'Empire a facilité le commerce et réduit les disparités dans les transactions commerciales, ce qui en a fait l'une de ses premières réformes économiques. Avec les pièces d'argent, l'avènement de la pièce d'or darique a permis la mise en place d'un système commercial plus normalisé et plus fiable. La position économique de la Perse a été renforcée par l'acceptation de ces pièces, non seulement au sein de l'Empire, mais aussi dans le commerce mondial. La normalisation des poids et des mesures a permis de supprimer bon nombre des obstacles commerciaux qui séparaient les nombreuses régions de l'Empire, ce qui a favorisé la cohésion et l'efficacité du marché.
Darius a également eu recours à de vastes projets d'infrastructures pour faire progresser le commerce et l'agriculture. La construction d'un canal reliant la mer Rouge et le Nil fut l'un des projets les plus ambitieux. Ce canal a facilité la circulation continue des ressources et du commerce entre l'Égypte et la Perse. Darius a également encouragé le développement de systèmes d'irrigation sophistiqués qui ont considérablement augmenté la production agricole dans les régions les plus arides de l'Empire. Ces inventions ont favorisé le bien-être de la population et la croissance économique, tout en assurant un approvisionnement régulier en nourriture. Darius Ier avait des projets plus ambitieux pour l'Empire achéménide que le simple maintien de la croissance économique et de la paix intérieure. En outre, ses objectifs expansionnistes l'ont poussé à étendre considérablement les frontières de l'Empire. Sous sa direction, l'Empire s'est développé jusqu'à atteindre la Thrace dans la région des Balkans à l'ouest et la vallée de l'Indus à l'est. Ces victoires ont non seulement rendu l'Empire plus riche et plus puissant, mais elles ont également fait de la Perse la force dominante du monde antique. Les régions de la vallée de l'Indus, stratégiquement importantes et riches en ressources, ont été incluses dans l'expansion vers l'est. Avec son commerce et son agriculture florissant, cette région devint une composante importante de l'Empire et apporta une contribution économique substantielle. Darius étend sa domination sur l'Asie mineure et la Thrace en se tournant simultanément vers l'ouest. Son plan prévoyait ses conquêtes à l'ouest afin de fortifier les défenses de l'Empire contre d'éventuelles attaques européennes et de protéger d'importantes routes commerciales. Pourquoi Persépolis était-elle considérée comme l'apogée de la magnificence et du raffinement de l'Empire perse? La construction de Persépolis, commencée par Darius Ier et poursuivie par ses successeurs, a constitué un développement important de l'urbanisme et de l'architecture de l'époque. Cette cité d'apparat symbolisait la puissance de l'Empire ainsi que la grande diversité artistique et culturelle que la Perse avait réussi à assimiler sous sa domination. Située sur un vaste plateau dans le sud-ouest de l'Iran, Persépolis a été conçue comme une métropole destinée à accueillir les célébrations et les ambassadeurs de tout l'Empire. Ses murs et ses colonnes étaient décorés de sculptures et de reliefs qui servaient de représentation visuelle de la richesse et de la diversité des cultures qui composaient l'Empire perse. L'utilisation de motifs artistiques influencés par l'Égypte, la Grèce, la Mésopotamie et l'Inde a permis de créer un style distinctif représentant l'harmonie et l'unité sous le contrôle des Perses. L'architecture de Persépolis est tout aussi étonnante. Construits sur une plateforme surélevée, les palais et les salles d'audience offraient une vue panoramique sur les environs. En plus de servir de symbole de statut et d'affirmation de la domination, sa conception soulignait le contrôle perse sur le monde naturel. L'image d'une société avancée et intelligente était complétée par les jardins et les canaux qui entouraient la ville, ajoutant une touche de beauté et de tranquillité. L'une des plus anciennes religions monothéistes de l'histoire, le zoroastrisme, était au cœur de la vie morale et spirituelle de l'Empire perse. Cette religion, initiée par le prophète Zoroastre, également appelé Zarathustra, prêche la dualité du bien et du mal, symbolisée respectivement par Ahura Mazda et Angra Mainyu. Les principes du zoroastrisme, la vérité, la justice et la lutte sans fin contre le mal, ont eu un impact significatif sur la société perse et au-delà. Le zoroastrisme a servi de fondement éthique à l'administration et à la gouvernance, tout en unissant spirituellement les nombreux peuples de l'Empire. Les rois perses étaient chargés de faire respecter la justice et de combattre l'injustice, car ils étaient considérés comme les représentants terrestres d'Ahura Mazda. Cette interaction entre l'État et la religion renforçait l'unité du vaste empire et servait à consolider le pouvoir royal. Le zoroastrisme a également eu un impact sur le judaïsme, le christianisme et l'islam, entre autres religions abrahamiques. Les enseignements zoroastriens sont à l'origine d'idées telles que le jugement dernier, le paradis et l'enfer, et le conflit entre le bien et le mal. La religion perse a exercé une influence considérable dans le monde entier, car ces concepts ont été diffusés par le biais du commerce et des conquêtes perses, qui ont eu un effet durable sur l'éthique et la spiritualité de nombreuses cultures. Outre la magnificence religieuse et artistique, la période dorée de la Perse a été marquée par des avancées notables dans les domaines de la science et de la technologie. La création de systèmes d'irrigation sophistiqués, comme les canals, est l'une des plus grandes réalisations de la Perse. Ces tunnels souterrains ont révolutionné l'agriculture dans des régions où il était auparavant difficile, voire impossible, de cultiver, en transférant l'eau des montagnes vers les terres desséchées. Les Perses ont également été parmi les premiers à construire des jardins et des parcs, qu'ils appelaient paradis persans. Ces espaces verdoyants servaient à la fois de lieux de loisirs et de méditation et de symboles de la coexistence de l'homme et de l'environnement.
L'art paysager persan a perduré grâce à ses dessins géométriques et à ses systèmes d'irrigation complexes qui ont fini par influencer les jardins d'Europe et de l'islam. Les Perses ont fait d'importantes découvertes dans les domaines de l'astronomie et de la médecine qui ont été étudiées et améliorées par d'autres civilisations. Les bases de l'astronomie européenne et islamique ont été jetées grâce à leurs études des étoiles et à leurs observatoires. Sous l'Empire perse, l'expertise médicale de nombreuses cultures a été combinée pour créer des procédures et des thérapies de pointe qui, au fil du temps, ont amélioré la santé et le bien-être d'un grand nombre de personnes. La littérature et la philosophie persane ont connu un essor sans précédent durant cet âge d'or de la civilisation persane. La tolérance et la diversité des cultures de l'Empire achéménide ont favorisé les échanges intellectuels qui ont amélioré la vie des Perses. Les traditions persanes ont été associées aux traditions littéraires et philosophiques de la Mésopotamie, de la Grèce, de l'Égypte et de l'Inde pour donner naissance à une civilisation vivante et colorée. La poésie était l'une des formes littéraires les plus importantes à cette époque. Ferdowsi, l'un des poètes qui a perpétué la riche tradition poétique persane, a vécu peu après la fin de l'ère achéménide. Bien qu'il ait été produit à un âge avancé, son œuvre maîtresse, le Shahnameh, célèbre et raconte l'histoire et les contes persans, démontrant ainsi la richesse et la continuité de la tradition littéraire persane. La poésie persane est réputée pour sa richesse émotionnelle, sa qualité lyrique et sa capacité à exprimer le cœur de la condition humaine. Les philosophes perses s'intéressaient particulièrement aux questions de justice, d'éthique et de sens de la vie. Les idées zoroastriennes ont influencé la philosophie persane en mettant l'accent sur la moralité, la vérité et la lutte contre le mal. L'essence du bien et du mal, le destin contre le libre choix et la justice sociale sont des sujets philosophiques qui se sont répercutés dans toute la culture persane, influençant non seulement la gouvernance du pays, mais aussi la vie quotidienne de ses citoyens. La philosophie et la littérature persane ont eu un impact sur d'autres cultures que la leur. Les concepts perses ont été diffusés dans le monde antique grâce à la traduction de livres perses en grec, en arabe et dans d'autres langues. L'héritage de cette interaction intellectuelle perdurera longtemps après la chute de l'Empire achéménide, consolidant la position de la Perse en tant que centre de la connaissance et de la sagesse. Comment l'Empire achéménide, autrefois puissant, a-t-il commencé à s'effondrer, laissant la place à des conquérants étrangers? Le début de l'effondrement perse peut être attribué aux soulèvements incessants du pays et aux conflits internes qui secouaient son gouvernement. Les successeurs de Darius Ier, comme Xerxès Ier, parviennent à se maintenir au pouvoir après sa mort, non sans difficultés considérables. Sous les règnes d'Artaxerxès II et de Darius III en particulier, ces problèmes se sont aggravés. Autrefois source de force et d'unité, l'immense territoire de l'Empire achéménide s'est transformé en source de tensions et de guerres. Sous la direction des satrapes, les provinces ont commencé à exercer une plus grande autonomie et ont souvent constitué une menace pour le gouvernement central. Outre leur importance stratégique pour le commerce et l'économie de l'Empire, l'Égypte et Babylone étaient des lieux particulièrement propices aux rébellions. Les défenses de l'Empire sont minées par ces conflits internes qui épuisent également ses ressources. Un climat de méfiance et de division entre la cour royale et les chefs de province rendait possible une intervention étrangère. Alexandre le Grand a reconnu une ouverture dans cet état de fragilité et de division. La chute de l'Empire achéménide a commencé lorsqu'il n'y a pas eu de résistance cohérente et efficace à ces incursions. L'une des campagnes militaires les plus audacieuses de l'histoire a commencé lorsqu'Alexandre le Grand et son armée ont traversé l'Hellespont en 334 avenue. Jeune et charmant, Alexandre avait appris d'Aristote et reçu une formation militaire de son père, le roi de Macédoine Philippe II. Son armée était composée d'hommes hautement qualifiés et motivés, désireux de suivre leur chef dans la conquête du monde connu, malgré sa taille réduite par rapport aux armées perses. La traversée de l'Hellespont est à la fois symbolique et calculée. Alexandre montrait ainsi clairement qu'il avait l'intention d'affronter le puissant empire perse sur son propre territoire. Ces hommes le considéraient non seulement comme un commandant, mais aussi comme un chef quasi divin en raison de son assurance et de sa ténacité. Dans les conflits à venir, cette tactique combinée à un style de leadership engageant s'avéra cruciale. Lors de la bataille d'Issus, en 333 avant Jésus-Christ, l'armée d'Alexandre et l'armée perse se sont affrontées pour la première fois. Le monarque perse Darius III avait rassemblé une force assez importante pour s'opposer à l'envahisseur inexpérimenté. Mais les Macédoniens sont sortis victorieux grâce aux compétences tactiques supérieures d'Alexandre et à la bravoure de ses guerriers. Avec son armée, Darius III s'enfuit du champ de bataille, emmenant avec lui sa famille et ses objets de valeur. Ce revers n'a pas seulement entamé la confiance des Perses,
il a aussi révélé la vulnérabilité de l'Empire aux stratégies astucieuses d'Alexandre. La bataille d'Alexandre contre la Perse ne fait que commencer après la victoire d'Issus. Alexandre se concentre sur l'Égypte, où il est accueilli en libérateur, après avoir consolidé sa domination sur les terres acquises. Il fonde Alexandrie en 332 avant Jésus-Christ, qui deviendra l'un des centres commerciaux et culturels les plus importants de l'Antiquité. Grâce à cette victoire, il a pu établir son autorité dans toute la Méditerranée orientale tout en l'élargissant. Lors de la bataille de Gaugamel, en 331 avant Jésus-Christ, Alexandre et Darius III s'affrontent dans un match décisif. Darius espérait enfin repousser l'invasion macédonienne et avait donc rassemblé une armée encore plus nombreuse qu'Issus. Mais Alexandre prouve une fois de plus ses prouesses militaires. En exécutant une série de manœuvres tactiques et en utilisant stratégiquement sa cavalerie, il réussit à percer les défenses perses et à remporter un triomphe décisif. Darius III s'enfuit une fois de plus, mais cette fois ses propres officiers le tuent, mettant fin à son règne et laissant la Perse sans une seule figure de proue unificatrice. La conquête d'Alexandre à Gaugamel a non seulement établi sa domination sur le centre de l'Empire perse, mais a également marqué la fin définitive de l'Empire achéménide. Alexandre a marché vers toutes les grandes villes perses, atteignant Persépolis à la fin et Suse et Babylone avant cela. Il autorise ses forces à piller et à incendier Persépolis, en guise de rétribution symbolique pour l'invasion perse de la Grèce quelques années auparavant. Cette action marque la fin officielle de l'Empire achéménide et le début de la domination d'Alexandre sur la région. Alexandre le Grand a marché sur Persépolis, la capitale d'apparat de l'Empire achéménide, après son écrasante victoire à Gaugamel. L'effondrement de cette ville a marqué la fin d'une époque et la conquête totale de la Perse par Alexandre. Persépolis servait à la fois de centre cérémoniel et administratif et de représentation du luxe et de la puissance perse. La campagne qu'Alexandre a lancée contre la Perse s'est achevée avec la conquête de cette ville. Lorsque l'armée d'Alexandre est arrivée à Persépolis, il l'a laissé piller la ville. Avides de butin, les guerriers macédoniens pillent la ville et volent des objets d'une valeur inestimable. Alexandre ordonne l'incendie de Persépolis pour se venger de l'incendie d'Athènes par les Perses quelques années plus tôt. Cette dévastation a servi de déclaration symbolique de la fin du contrôle perse ainsi que d'acte de représailles. La destruction de Persépolis par le feu a marqué la fin d'une civilisation et le début d'une autre. Alexandre a respecté la culture perse même après avoir détruit Persépolis. Il a tenté d'intégrer les Perses dans son nouvel empire et a repris nombre de leurs traditions. Il a tenté de réunir ces deux mondes en épousant la princesse perse Roxana. Alexandre a également encouragé le recrutement d'officiers et de troupes perses dans son armée afin d'unir les deux cultures en une seule force puissante. Quels ont été les effets de la conquête musulmane sur la société persane et comment a-t-elle modifié la Perse antique? L'avènement de l'islam au 7e siècle de notre ère a constitué un tournant majeur dans l'histoire de la Perse. Peu après la mort du prophète Mahomet, les forces musulmanes, poussées par leur foi nouvelle, ont commencé à traverser la péninsule arabique. Après avoir servi de bastion au zoroastrisme et de centre politique sous les Sassanides, la Perse a été conquise par une succession de campagnes rapides et efficaces. La bataille d'Al-Qadisiyah, en 636 après Jésus-Christ, est l'un des événements les plus importants qui ont conduit à la disparition de l'Empire sassanide. Les forces musulmanes, menées par le califat rachidun, ont vaincu l'armée perse, ouvrant la voie à la prise de Ctésiphon, la capitale sassanide. Cette victoire n'est pas seulement militaire, elle est aussi symbolique. Elle marque la fin d'une époque et le début d'une autre. Les changements politiques sont rapides et profonds. Les structures de pouvoir sassanides sont démantelées et remplacées par des administrations islamiques. La transformation sociale a été tout aussi importante. Les nouveaux souverains musulmans ont adopté de nombreuses pratiques administratives perses, reconnaissant leur efficacité et leur adaptabilité. Cependant, ils ont introduit des changements fondamentaux dans la structure sociale et religieuse. Dans un premier temps, de nombreux Perses ont résisté au changement, mais avec le temps, ils ont commencé à adopter la nouvelle foi. La société persane a été réorganisée autour des principes islamiques, en mettant l'accent sur la justice et la cohésion communautaire. Les conversions à l'islam, bien que progressives, se sont accélérées à mesure que les Persans trouvaient des moyens d'intégrer leurs traditions culturelles aux nouveaux idéaux religieux. La conversion à l'islam en Perse n'a pas été immédiate, il s'agit d'un processus graduel qui s'est déroulé sur plusieurs générations. Au début, les Perses se sont heurtés à une résistance considérable, considérant l'islam comme une menace pour leur identité et leurs traditions profondément enracinées.
Toutefois, la nouvelle foi offrait également des possibilités de mobilité sociale et économique, ce qui a incité de nombreuses personnes à adopter l'islam au fil du temps. Le zoroastrisme, religion dominante avant la conquête musulmane, n'a pas disparu immédiatement. De petites communautés de zoroastriens ont continué à pratiquer leur foi, et certains ont même émigré dans des pays comme l'Inde, où ils ont fondé la communauté parsi. Les zoroastriens restés en Perse ont bénéficié d'une certaine protection sous le nouveau régime islamique, même si, en tant que dhimmi, non-musulmans sous protection, ils devaient payer un impôt spécial appelé jizya. Cette coexistence, non dénuée de tension, a permis au zoroastrisme de perdurer et de rester un élément important du tissu culturel perse. Le processus de conversion a été facilité par les califes eux-mêmes, qui ont adopté de nombreuses pratiques et structures administratives persanes pour gouverner efficacement le vaste territoire conquis. Les Perses convertis à l'islam occupaient souvent des postes importants dans l'administration et l'armée, s'intégrant pleinement dans la société islamique. Ce processus d'intégration a non seulement contribué à stabiliser la gouvernance, mais a également permis à de nombreuses traditions culturelles persanes de survivre et de s'adapter au nouveau contexte islamique. L'établissement du califat abbasside en 750 après Jésus-Christ a marqué le début d'une renaissance culturelle en Perse. Bagdad, la nouvelle capitale du califat, a été fondée près de l'ancienne ville de Ctésiphon et est rapidement devenue un centre d'apprentissage et de culture islamique. Les érudits persans ont joué un rôle crucial dans cette renaissance, contribuant de manière significative au progrès de la science, de la médecine, de la philosophie et des arts. Pendant l'âge d'or islamique, Bagdad est devenu un phare du savoir, attirant des érudits de tout le monde islamique. Les Perses ont été particulièrement influents durant cette période. Des personnalités comme Avicenne, Ibn Sina et Al-Farabi ont apporté des contributions fondamentales à la médecine et à la philosophie, dont les œuvres seront étudiées en Europe pendant des siècles. Avicenne, connu pour son canon de la médecine, a compilé et développé les connaissances médicales de son époque, créant un texte qui est devenu la référence médicale standard pendant des siècles dans le monde islamique et au-delà. La littérature persane s'est également épanouie sous les Abbassides. Des poètes comme Ferdowsi, l'auteur du Shahnameh, se sont efforcés de préserver l'histoire et la mythologie persane par le biais de la poésie épique. Le Shahnameh, ou Livre des rois, est une œuvre monumentale qui raconte l'histoire de la Perse depuis ses origines mythiques jusqu'à la conquête islamique. Par sa poésie, Ferdowsi a non seulement préservé la culture persane pré-islamique, mais il a également renforcé l'identité iranienne dans un monde islamique en pleine mutation. Comment le riche patrimoine culturel de la Perse a-t-il influencé l'âge d'or islamique et le développement du monde islamique? Sous le califat abbasside, la Perse est devenue non seulement un centre de pouvoir politique, mais aussi le cœur culturel et scientifique du monde islamique. L'intégration de l'héritage perse dans la civilisation islamique a été un facteur crucial de la renaissance culturelle connue sous le nom d'âge d'or islamique. La ville de Bagdad, fondée en 762 après Jésus-Christ, est devenue le centre névralgique de cette renaissance. Les califes abbassides ont activement encouragé l'apprentissage et l'innovation en créant la Maison de la Sagesse, Bey al-Hikma. Cette institution se consacrait à la traduction de textes anciens, y compris des ouvrages persans, grecs et indiens, ainsi qu'à la production de nouvelles connaissances. Les érudits persans ont joué un rôle de premier plan dans la Maison de la Sagesse, apportant avec eux la riche tradition de recherche et de pensée critique qui s'était épanouie en Perse. Les scientifiques persans ont apporté des contributions monumentales dans diverses disciplines. Avicenne, Ibn Sina, avec son ouvrage Le canon de la médecine, a non seulement consolidé les connaissances médicales de son époque, mais a également introduit des innovations qui seront fondamentales pour la médecine du Moyen Âge et de la Renaissance. Al-Razi, Raz, un autre éminent médecin persan, a beaucoup écrit sur les maladies infectieuses et les traitements médicaux. Son ouvrage Kitab Alaoui est une encyclopédie médicale qui compile les connaissances médicales de son époque et les enrichit de ses propres observations et découvertes. En philosophie, Al-Farabi et Avicenne ont intégré la philosophie grecque, en particulier les travaux d'Aristote, à la pensée islamique et persane, créant ainsi une synthèse unique qui influencera les philosophes musulmans et européens pendant des siècles. Al-Khwarizmi, mathématicien persan, a écrit sur l'algèbre et l'arithmétique, donnant naissance au terme algèbre et développant des concepts mathématiques encore utilisés aujourd'hui. Cet échange d'idées et de connaissances a non seulement enrichi la culture islamique, mais a également eu un impact durable sur le développement de la science et de la philosophie dans le monde entier. Au fil des siècles, l'interaction entre la culture islamique et la culture persane a non seulement constitué la base de l'identité moderne de l'Iran, mais a également assuré la préservation et l'évolution du patrimoine persan.
Malgré les invasions et les conquêtes, y compris l'invasion dévastatrice des Mongols au XIIIe siècle, la culture persane a fait preuve d'une remarquable capacité de résilience et d'adaptation. La langue persane, pierre angulaire de l'identité culturelle de l'Iran, a continué à s'épanouir même sous la domination étrangère. La poésie persane, en particulier, est devenue un vecteur essentiel de l'expression culturelle et de la préservation de l'histoire et des traditions persanes. Des poètes comme Rumi, Sadi et Hafez ont écrit des œuvres qui non seulement célébraient la beauté et la spiritualité, mais abordaient également des thèmes philosophiques et sociaux. Ces œuvres n'étaient pas seulement lues et appréciées en Perse, mais trouvaient également des admirateurs dans tout le monde islamique et au-delà. En outre, les traditions administratives perses ont continué à influencer les empires islamiques successifs. Les Ottomans et les Moghols, entre autres, ont adopté et adapté les systèmes administratifs et les pratiques de gouvernance développées et affinées par les Perses. La structure des satrapies et la bureaucratie perse, par exemple, ont fourni un modèle efficace qui a facilité l'administration de vastes territoires et de populations diverses. Même après la chute des califats islamiques, l'héritage culturel et scientifique de la Perse a continué à résonner dans l'histoire. La riche tradition intellectuelle et artistique de la Perse reste une source de fierté et un témoignage de l'impact durable de la Perse sur la civilisation mondiale. La capacité de la culture perse à absorber, intégrer et enrichir les influences extérieures a assuré sa pertinence et sa vitalité à travers les siècles. L'arrivée de l'islam et la transformation subséquente de la Perse n'ont pas signifié la fin de son riche patrimoine culturel, mais plutôt une évolution qui a intégré le meilleur des deux traditions. La synthèse des cultures persanes et islamiques a donné naissance à une civilisation unique qui a laissé un profond héritage dans l'histoire du monde. Grâce aux contributions de ses poètes, philosophes, scientifiques et administrateurs, la Perse a non seulement préservé son identité culturelle, mais a également enrichi la civilisation islamique et par extension, l'humanité dans son ensemble. L'impact de ces transformations est visible dans la pérennité de la langue et de la littérature persane, dans l'influence continue des pratiques administratives persanes sur les empires successifs et dans la résonance des contributions scientifiques et philosophiques persanes dans la pensée moderne. La résilience culturelle de la Perse a démontré qu'une civilisation peut se transformer et s'adapter tout en conservant son essence. Aujourd'hui, l'héritage de la Perse se perpétue dans l'identité moderne de l'Iran et dans l'influence mondiale de sa culture. L'histoire de la Perse témoigne de la capacité de l'humanité à se réinventer et à évoluer, entretenant la flamme de la connaissance et de la créativité à travers les âges. La transformation de la Perse sous l'influence de l'islam est un chapitre fascinant de cette histoire, qui montre comment l'intégration des cultures peut conduire à un épanouissement de la civilisation qui enrichit l'ensemble de l'humanité.